Comment rester positif et constructif quand on nous dresse un tableau mondial dramatique? Quelles habitudes peut-on mettre en place pour créer un cocon de vie positif et joyeux? Comment et pourquoi devenir un militant spirituel? Bonjour et bienvenue pour cette nouvelle interview. Sur cette chaîne, nous faisons le lien entre développement personnel, spiritualité et science. Alors, si ça vous intéresse, je vous invite à vous abonner dès maintenant en cliquant sur le petit bouton. Aujourd'hui, j'ai le plaisir d'accueillir Philippe Bobola, qui est entre autres physicien, biologiste, anthropologue et psychanalyste. Bonjour Philippe, merci d'avoir accepté mon invitation. Bonjour Damien. Avec Philippe, aujourd'hui, nous allons aborder plusieurs sujets. On va commencer par parler un petit peu de médias, de démocratie, de religion. Ensuite, on parlera du besoin de créer un nouvel imaginaire collectif basé sur de nouvelles valeurs et on parlera aussi du lien avec certains peuples traditionnels. Et pour terminer, on parlera plus d'action au niveau individuel, comment agir de façon concrète et efficace, mais aussi de façon joyeuse et paisible. Du coup, pour commencer, je vais parler un petit peu d'histoire. Je vais parler de la Révolution de 1789, qui est souvent présentée dans les programmes scolaires comme la Révolution du peuple français, alors qu'il y a d'autres personnes qui la voient plutôt comme une révolution organisée par les bourgeois pour prendre le pouvoir sur le clergé et la noblesse. Et le nouveau système qui a émergé après la Révolution de 1789, on l'a appelé la démocratie. Et du coup, ma première question pour vous, Philippe, c'est qu'est-ce qu'il y a finalement de similaire entre notre système aujourd'hui et celui d'avant la Révolution de 1789? Alors le similaire, c'est une prise de pouvoir. Finalement, quand on passe d'un État, d'une société à un autre, c'est une prise de pouvoir. Donc la lecture de l'histoire entraîne des écoles, hein, vous savez. Donc l'école marxiste a tendance à lire l'histoire d'un point de vue économique. Et puis il y en a d'autres qui vont lire l'histoire d'un point de vue symbolique, etc. Donc il y a eu plein d'interprétations de la Révolution française. Alors il y a des points communs et des points divergents. Alors les points communs, c'est qu'à un moment donné, il y a un groupe d'individus qui essayent de réorienter la société en fonction de leurs intérêts. Donc c'est sûr que jusqu'en 1789, le capital était terrien, donc la noblesse avait des terres sur lesquelles elle exploitait les paysans. Et puis, c'était très difficile puisqu'il y avait une noblesse de sang, donc on ne pouvait pas leur prendre leurs terres. Donc vous voyez bien qu'à un moment donné, si vous voulez prendre le pouvoir, bah, ça entraîne d'écarter l'autre, et d'une manière sanglante. Alors, parmi les sujets qui étaient assujettis aux seigneurs et aux rois, bah, il y a une petite caste qui s'appelle les artisans, qui sont devenus des bourgeois et qui ont compris qu'on pouvait passer d'un capital terrien à un capital industriel. Et il fallait orchestrer une révolution. Donc la Révolution française, elle est venue aussi des excès de la noblesse, hein, qui a usé, abusé de ses pouvoirs. Et donc on peut y voir déjà une préparation de cette révolution à travers ce qu'on appelle la philosophie des Lumières. Rousseau, avec son nouveau contrat social, Diderot, l'encyclopédie Diderot d'Alembert, Montesquieu, l'esprit des lois, et Voltaire, qui était pamphlétiste. Et ils ont préparé justement cette petite élite qui avait accès à l'écriture, donc qui pouvait lire et qui pouvait réfléchir bien mieux que les paysans. Ils leur ont donné des outils conceptuels et intellectuels pour pouvoir mettre en place cette révolution. Et puis quand elle a éclaté, ben, on a imposé au peuple une nouvelle façon d'organiser la société, mais est-ce qu'on a vraiment évolué? C'est ça le problème, parce que les révolutions les plus fructueuses, jusqu'à présent, il n'y en a pas eu, me semble-t-il, de connaissances humaines. C'est des révolutions où il y a d'abord une révolution intérieure qui entraîne une révolution extérieure. Sinon, si on change les structures extérieures économiques, bah, on entraîne le peuple dans la direction de la petite élite qui veut prendre le pouvoir. Donc, alors quand on essaye de donner une définition de la révolution ou de comprendre l'essence d'une révolution, bah, la meilleure définition d'une révolution imposée, on la trouve chez Pagnol.
cet écrivain provençal, dans La gloire de mon père, à un moment donné, le jeune Pagnol demande à son père, dit, papa, c'est quoi la révolution? Et le père de Pagnol répond, révolution, étymologiquement, ça veut dire quelque chose qui tourne. Donc, il y a ceux qui ont la tête en bas et qui voudraient avoir la tête en haut. Donc, ils vont faire à la roue de l'histoire un demi-tour. Et puis, une fois qu'ils auront la tête en haut, il y a d'autres qui auront à leur tour la tête en bas et qui voudront faire à la roue de l'histoire à nouveau un demi-tour. Donc, de demi-tour en demi-tour, de tête en bas en tête en haut, la roue de l'histoire avance. Et c'est très juste, c'est-à-dire que c'est une histoire de pouvoir, quoi. Je voulais dire qu'en gros, hein, pour que les auditeurs comprennent bien, il y a une première révolution industrielle qui est basée sur la domestication de la chaleur. Et donc, un physicien, Sadi Carnot, qui a écrit un petit opuscule qui s'appelle Réflexion sur la puissance motrice du feu, comprend que la chaleur est une forme d'énergie, qu'on peut la domestiquer et transformer cette chaleur en travail. À partir de là, on va développer les métiers à tisser, les filatures, la locomotive, etc. C'est la première révolution industrielle. Évidemment, ceux qui orchestrent cette révolution industrielle ont un pouvoir économique, un pouvoir financier, un pouvoir politique. Ensuite, est arrivé fin 19e, début du 20e siècle, la révolution de l'électricité, avec Thomas Edison, Nikola Tesla, etc., où à nouveau, la société va passer d'une domestication de la chaleur à la domestication de l'électricité. Puis après, va arriver avec la physique quantique, la physique du solide. Donc, on va avoir les composants électroniques qui amènent logiquement, dans les années 70, les ordinateurs qui vont se généraliser au niveau domestique, ce qu'on appelait dans les années 90 la domotique. Et puis maintenant, on nous impose une nouvelle révolution qui est la révolution 4.0. Mais toutes ces révolutions ont été imposées au peuple sans qu'il ait eu à se positionner. Oui, on lui a imposé. Donc, la révolution que nous vivons ou qu'on tente de nous faire vivre, c'est une révolution qui vient du World Economic Forum. Donc, le fondateur et président est Klaus Schwab et qui veut imposer un monde où l'intelligence artificielle règne, où les gens sont pucés avec une identification numérique, géolocalisée, de façon à avoir une protection absolue, où il n'y a plus de travail, puisque on effondre l'économie pour imposer cette révolution. Donc, un certain nombre de professions vont disparaître. Par exemple, c'est une différence par rapport aux autres révolutions industrielles. Généralement, quand on connaît une nouvelle révolution, c'est malheureusement les gens les moins qualifiés qui en font les frais. Les ouvriers qu'on avait spécialisés qui ne peuvent pas rebondir. Là, toute la société va être touchée du haut en bas, c'est-à-dire un professeur d'université peut être remplacé par un robot. On peut très bien envisager un enseignement où l'élève qui subira ou suivra un téléenseignement choisira s'il veut avoir un homme aux tempes grises, avec les cheveux gris, noirs, jeunes, une femme, etc. De même, conseiller financier dans les banques, ça disparaît, pharmacien, ça disparaît, médecin, ça disparaît, bibliothécaire, ça disparaît, conducteur de taxi, ça disparaît. Donc, les gens ne se rendent pas compte qu'en gros, dans 20 ans, si la révolution se développe avec un rythme soutenu, c'est entre 60 et 80% des professions qui disparaissent. Donc, il faut bien à un moment donné qu'on occupe ces gens. Donc, c'est un petit peu comme Rome. À un moment donné, quand les grands propriétaires terriens ont avalé les petits paysans de la Rome antique, beaucoup de paysans sont allés se réfugier à Rome. Et il fallait occuper ces Romains désœuvrés pour éviter des révoltes. Et on a trouvé les jeux du stade, les gladiateurs, le pain et les cirques, panen et cirque sans cesse, comme on disait à l'époque. Alors effectivement, la révolution industrielle a entraîné un culte de la science et de la technologie. Et autrefois, la science débouchait sur la technologie. Là, on a l'impression que c'est la technologie qui dicte sa conduite à la science. La Révolution française s'est débarrassée de l'aspect religieux, puisque effectivement, la royauté et le clergé étaient alliés face aux tiers-États. Et donc, on a progressivement sécularisé la société française, c'est-à-dire qu'on a éliminé cette dimension spirituelle. Mais il a fallu un petit temps, parce qu'on a encore les images où
Robespierre, il y a un tableau, on le voit, on craint de célébrer le culte de l'être suprême. Et puis progressivement, on a remplacé la dimension spirituelle par la dimension scientifique et technique. On a remplacé l'irrationalité, disait-on, de la spiritualité et de la religion, puisqu'on est plutôt dans la religion que dans la spiritualité, au profit de la rationalité scientifique. Alors, évidemment, tout projet de société suppose une vision du monde. Donc, on a eu deux révolutions économique, on va dire, la révolution économique communiste en 1917 et la révolution capitaliste, où effectivement le capital est au centre et donc ça s'organise. Hein. L'entrepreneur a le capital, il propose aux ouvriers ses outils de production, l'employé ou l'ouvrier vend sa force de travail avec une plus-value, enfin tout le monde connaît ça, et au bout d'un moment, selon Marx, le capitalisme finit par périr de sa contradiction interne, c'est-à-dire que à force de vouloir croître économiquement, il finit par être soumis à une compétition, à une prédation, et puis on finit par avoir ce qu'on appelait à l'époque les trusts. Et donc peut-être que l'erreur de Marx est d'avoir envisagé trop tôt la logique que nous avons vu se mettre en place. On voit bien les empires qui se sont créés et que dénonçait déjà en son temps Karl Marx, mais qui n'ont pas abouti à leur réalisation en son temps. Regardez, si on regarde Google, Apple, Facebook, vous voyez, c'est des empires, Amazon, c'est des empires qui finissent par avaler tous les systèmes de librairie, de distribution, etc. Et donc, ils ont une compétition entre eux et ils meurent de cette compétition. Et puis, de l'autre côté, il y a la révolution économique communiste où on met en commun. Mais il y a aussi des contradictions internes. Et donc, ce que nous vivons, c'est la fusion du capitalisme et du communisme. On peut presque dire qu'on a laissé le communisme s'installer pour le faire chuter. Il naît en 1917 et puis il va finalement disparaître au début 90. Quoi. Il commence déjà à avoir de sérieuses difficultés dans les années 80. Suite à la perestroïka, suite à l'autonomie de certains États, c'est l'empire éclaté d'Hélène Carrère d'Ancos, où effectivement la main de fer qui maintenait ces différents États s'assouplit et finit par emporter le régime communiste. En fin de compte, il y a une anecdote, je pense qu'elle est vraie, deux amis célèbres, Max Weber, le père de la sociologie allemande, et Schumpeter, un grand économiste, se voient au moment de la Révolution de 17, et tous deux arrivent avec des raisonnements différents. Max Weber plutôt avec des arguments philosophiques et logiques, issus des sciences humaines, et Schumpeter avec des arguments économiques. Ils arrivent tous les deux à la conclusion que la Révolution de 17 sera un échec et un désastre humain. Donc Max Weber dit il faut prévenir le monde entier, et Schumpeter lui dit non, parce que ça prouvera qu'il y a une seule économie viable, celle du capitalisme. Et c'est exactement ce qu'on a vu. À partir du moment où l'ex-URSS s'est effondré, tous les idéologies en isme ont disparu. Et finalement, on a considéré qu'il y avait une seule économie viable, l'économie capitaliste. Hein. C'est la phrase de Churchill. Le capitaliste est le pire des systèmes et j'en connais pas de meilleur. Il a décliné ça en disant la démocratie est le pire des systèmes et j'en connais pas de meilleur. Quoi. Bon. Mais on a fait en sorte qu'il y ait une seule manifestation ou gestion économique. Alors, qu'est-ce qu'on pourrait dire donc, les points communs, c'est qu'on impose une révolution à un peuple. On essaye aussi d'imposer une religion universelle. Le culte de l'être suprême, c'était une espèce déjà de tentative d'emmener la population, non pas avec un Dieu chrétien, mais une sorte de Dieu suprême, universel, qui n'a pas véritablement abouti, mais qui progressivement a amené une sorte d'amollissement de la religion, à tel point que on sent les derniers balbutiements de la religion au profit de la spiritualité. Religion, ça vient du latin religare, c'est-à-dire relier. Relier verticalement et relier horizontalement. Et on voit bien que la société
capitaliste a amené des gens à être de plus en plus individualistes, donc moins reliés horizontalement et de moins en moins reliés verticalement, parce que trop matérialistes. Alors la spiritualité, c'est la religion sans dogme. Alors en Inde, on n'a pas la même conception d'une religion. En Inde, on considère qu'une religion est un véhicule spirituel qui doit nous amener au sommet de la montagne. Mais par contre, pour arriver au sommet de la montagne, on peut changer de véhicule sans abandonner sa religion de départ. On peut être chrétien, musulman, on peut être protestant, sikh. Vous voyez, ça n'a pas de, voilà, d'importance. Ce qui compte, c'est que vous considériez votre religion comme un véhicule dont le but est d'arriver au sommet de la montagne. Imaginez en France quelqu'un qui se déclarait chrétien, juif, musulman, ce serait un peu difficile parce qu'on a l'impression que les religions monothéistes sont cloisonnées. Alors la spiritualité, effectivement, est en train d'éclater parce qu'il y a une dimension religieuse chez l'homme, l'homo religiosus, dont parlait l'historien des religions Mircea Eliade, qu'on ne peut pas réprimer, c'est comme un besoin. Si on essaye de l'écarter, il réapparaît encore plus fort. Donc il y a un besoin de spiritualité. C'est la raison pour laquelle depuis une vingtaine d'années, les gens sont en quête de sens et vont chercher du sens dans des sociétés, auprès de sociétés traditionnelles, à tel point que les sociétés traditionnelles sont étonnées que les Occidentaux aillent chercher des références, des racines culturelles en dehors de leur propre culture. Et c'est pour ça que les quêtes de sens, le chamanisme, le développement personnel, etc., se sont développés parce qu'on a réprimé cette dimension. Alors, la révolution s'est faite avec des slogans. On a remplacé ça, toute révolution, que ce soit ce qui s'est passé en Allemagne pendant la période nazie ou en 1917 en ex-URSS, on a une emprise sur le langage. En ex-URSS, on parlait de langage formaté. Hein, c'est tout ce qui était la pravda. Enfin, ouais, c'était une espèce de langage formaté qui servait les dominants. La Révolution française a remplacé la notion de sujet. Enfin, on avait une autre identité, on n'était plus le sujet du roi, mais on devenait un citoyen. On a changé, ça a été une tentative transitoire, on a changé le nom donné au mois du calendrier, hein, tout le monde se rappelle Thermidor, etc. On a voulu éliminer la religion et imposer une autre forme de religion, et c'est un peu ce qui est en train de se passer, mais là c'est beaucoup plus grave, puisque dans la Révolution 4.0, on veut, comment dirais-je, presque imposer une religion qui serait le culte personnel, quoi. Une forme d'hédonisme. On sent bien que toutes les valeurs d'empathie, de chrétienté, etc., sont écartées. Autre chose importante, je l'ai dit, je ne l'ai pas développé, c'est que ce que nous vivons, c'est la fusion du capitalisme et du communisme. Je vais vous en faire une petite démonstration. Avec la Révolution française, on a des slogans. Il ne faut pas oublier que les manifestations linguistiques sont la manifestation, d'une certaine façon, des fonctions de réflexe conditionné du cerveau humain. D'accord ? Donc, plus vous entendez un mot, plus ça résonne. Alors, si on prend par exemple liberté, égalité, fraternité, les trois mamelles de la Révolution française. Bah, la liberté seule opprime, enfin, je vais le présenter comme ça, la liberté seule permet au plus fort d'opprimer la liberté du plus faible. D'accord ? Donc, si vous réfléchissez, la logique de déploiement d'une liberté, le libéralisme, bah, entraîne l'émergence d'oligarches, c'est ce qui s'est passé, et qui nous entraîne dans un monde totalitaire. D'accord ? Donc, la liberté seule aboutit à un totalitarisme de droite. C'est le capitalisme dans toute sa splendeur, celui que Marx dénonçait. L'égalité seule, elle uniformise. Donc, forcément, ça débouche sur une autre forme de totalitarisme, c'est le totalitarisme de gauche.
Et puis, le dernier terme, la fraternité qui humanise et harmonise liberté, égalité, bah, c'est celui qu'on a écarté. Donc, les pays qui sont fraternels n'ont pas de produit intérieur brut satisfaisant. Vous voyez ce que je veux dire? Et si on regarde le critère qui fait qu'on considère tel ou tel pays comme étant démocratique, c'est la libre initiative économique. Ben, forcément, vous voyez, c'est l'égalité qui en paye. Alors, tout est déjà chez Platon dans la République. Platon parle de la roue des régimes. Donc, si vous avez une république et vous ne prenez pas soin d'empêcher l'émergence d'élites économiques, ce qu'on appelle, nous, les oligarches, qui donnent l'oligarchie, ben, vous avez une tyrannie. La tyrannie va mourir de ses contradictions internes et redéboucher sur une république. Et quant à la démocratie, démocratos, le pouvoir du peuple, vous voyez bien que c'est bafoué à partir du moment où le peuple, on lui donne à choisir entre des représentants sélectionnés par l'élite. Et assez rapidement, Condorcet, le mathématicien Condorcet, avait vu que le suffrage universel pouvait déboucher sur une manipulation puisque on ne vote pas pour quelqu'un, mais contre quelqu'un si parmi les gens présentés, il n'y en a aucun qui nous convienne. Donc, faire un acte démocratique en votant, bah, c'est renforcer une élite qui va sélectionner, on voit bien, on nous impose des candidats. C'est de pire en pire, puisque la dernière élection, il y avait les 5 candidats, il y avait donc Mélenchon, Macron, Fillon, qui c'est qu'il y avait encore Benoît Hamon et Marine Le Pen. C'était les 5 candidats qu'on avait mis en avant par les statistiques. Les statistiques devraient être interdites parce que c'est une façon d'influencer le peuple. Normalement, il ne devrait y avoir aucune statistique pour que chacun, dans la plus transparente objectivité, puisse s'exprimer. Donc, Condorcet a vu tout de suite que si on sélectionnait des gens qui ne convenaient pas au peuple, ben, il y avait un grave problème, quoi. On ne peut pas voter pour quelqu'un qui ne nous convient pas. On est obligé de faire, contre fortune, un vote contre quelqu'un, écarter la peste contre le choléra. Et c'est un peu ce qui se passe, puisque en France, il y a eu 2 élections où on mettait au deuxième tour Marine Le Pen. Donc, en gros, c'était où vous votez pour quelqu'un qui n'est peut-être pas parfait, mais qui n'est pas un fasciste, où vous mettez en place le fascisme. Donc, le but de la dernière élection, c'était de passer le premier tour. Donc, c'est là où les médias interviennent. On sait, il y a des études sociologiques qui ont montré que les médias, que certains considèrent comme le 4e pouvoir, hein, influencent les gens, et on peut faire élire qui on veut. Plus on montre quelqu'un à la télé, plus on amène des gens à voter pour lui. Donc, montrer quelqu'un, c'est augmenter son électorat. Donc, ce n'est pas très difficile, s'il y a un consensus, de faire monter quelqu'un. Par contre, les petits candidats qui, autrefois, montaient progressivement, bah, ceux-là, on les écarte. Ils ont un temps de parole proportionnel au nombre d'électorats qu'ils ont. Et donc, voilà, on est dans un système qu'on peut qualifier de manipulé. On a vu ce que ça donne aux États-Unis. Hein. On est dans un système de parti presque unique, hein, parce qu'entre les démocrates et les républicains, jusqu'à Donald Trump, il n'y avait pas vraiment de différence. Est-ce qu'on n'est pas dans un parti unique où les gens occupent une position? Et on voit bien qu'il y a eu quand même une sorte de passivité vis-à-vis de la situation actuelle, comme si tous les partis supposés être à l'extrême gauche, à l'extrême droite, étaient dans une opposition contrôlée et douce. Donc on n'a pas eu vraiment qu'un standard. Il y a Philippot, voilà, les Patriotes, et il y a François Asselineau qui ont vraiment fait des analyses, mais il n'y a pas vraiment d'analyse. Alors, autrefois, la démocratie supposait le développement de la rationalité. Et donc, Jean-Pierre Vernant, qui était helléniste et professeur au Collège de France, avait montré que finalement, la science était née du besoin de démocratie. C'est-à-dire dans une cité comme celle d'Athènes, avec une petite communauté, si chacun, au nom de la démocratie participative, devait s'exprimer, il fallait bien qu'à un moment donné, on tranche par la logique pour imposer une ou plusieurs solutions.
et donc sans offenser quelqu'un en lui objectant un délit de sale gueule, eh ben, on essayait d'être rationnel. Et donc, la rationalité était le fer de lance de la politique, c'est-à-dire proposer pour la cité ce qu'il y avait de mieux. Et donc, progressivement, la République a fini par déboucher sur une structure pyramidale où l'élite se coopte, où on demande au peuple de se contenter de voter par procuration, de déléguer son pouvoir démocratique. Et donc, au fur et à mesure, on voit dans quelle impasse on est. Alors, plutôt que liberté, égalité, fraternité, je propose conscience, connaissance et imagination. Vous voyez, c'est deux choses différentes, parce que libre, déjà, on a la liberté que la nature nous octroie. Et puis, on voit bien cette notion de liberté, ça nous a amené même à détruire la nature, hein, au nom d'une liberté absolue. Le prix Nobel James D. Watson disait, quand on l'interrogeait sur la transgénèse animale et végétale, un thème qui faisait rage il y a une vingtaine d'années, il disait, est-ce qu'il y a une juridiction qui protège les plantes? Est-ce qu'il y a une juridiction qui empêche les animaux d'être modifiés au niveau de leur ADN, un saumon? Non. Donc je fais ce que je veux. C'est la raison pour laquelle, autrefois, au Moyen-Âge, il y avait des avocats qui défendaient le droit de la forêt, le droit des cafards, etc., parce qu'on considérait que l'homme, de par sa position de domination vis-à-vis de l'écosystème, pouvait avoir des conflits d'intérêts, y compris vis-à-vis de la nature. Donc, on a bien oublié ça. Alors, on est face à cette pandémie, d'ailleurs assez curieuse, parce qu'en permanence, on a modifié les définitions qui auraient évité que l'épidémie que nous vivons, puisque le SARS-CoV-2 tue 0,05% de la population, ne devienne pandémie. Autrefois, si on regarde les définitions de l'OMS, une pandémie, c'était une pathologie qui pouvait toucher les 4 points de la planète avec un haut taux de mortalité. Donc, en matière d'infectiologie, c'était une maladie virale aux 4 coins de la planète qui entraînait un haut taux de mortalité, mais pas avec un taux de 0,05%. Sinon, il y a longtemps qu'on aurait classé la grippe saisonnière comme pandémie, ou la tourista qu'on trouve aux 4 coins de la planète comme une tourista. Donc déjà, c'est assez curieux de voir que l'OMS a enlevé haut taux de mortalité. Donc à partir du moment où vous mettez une pandémie, à partir d'une épidémie, c'est très intéressant parce que vous pouvez modifier la loi à coup de décret et d'amendement. Et c'est ce qui s'est passé, c'est-à-dire pour des conditions exceptionnelles, eh bien, on peut modifier la démocratie, les règles, vous confiner au nom de cette pandémie. On peut vous imposer de sortir avec un papier, on peut fermer les magasins, ce qu'on n'aurait pas pu faire avant. Donc, pour imposer à coup de marteau cette révolution industrielle 4.0, il fallait bien contourner la démocratie. Et comment la contourner? Il faut provoquer un problème, et donc un chaos, la politique par le chaos. Donc, ça a été la pandémie. Pandémie qui, au départ, était une épidémie. Et puis, à partir de là, décret, amendement, vous avez un processus liberticide jusqu'à arriver à vous imposer ce que l'élite veut. Et donc, les confinements ont pour but d'écrouler l'économie, puisque l'économie, si elle est paralysée, elle va finir par s'écrouler. Donc, à partir du moment où elle s'écroule, on va faire intervenir un État faussement-providence. Et cet État-providence va donner à chacun un revenu universel et qui leur empêchera de travailler et qui rendra les individus inutiles. Symboliquement, c'est comme les peuples traditionnels qu'on a mis dans des réserves, à qui on a donné un terrain, voire même des petites pensions, mais qui n'avaient plus de sens au sens moderne du terme, leur culture est en porte-à-faux. Donc, un Inuit qui ne peut plus chasser, est-ce qu'il garde une identité d'Inuit? Non, il y en a qui se sont effondrés par une dépression, d'autres ont sombré dans l'alcoolisme, la drogue, et puis le sentiment d'être inutile, que notre lignée est presque un rebut de l'histoire. À partir de là, vous comprenez qu'on est dans une espèce de fusion, c'est-à-dire on nous propose à nouveau une structure pyramidale avec dissolution des États. C'est le but du World Economic Forum et clairement annoncé par l'Europe. C'est-à-dire que l'État-nation devient obsolète. Il faut, c'est la vision des globalistes, imposer une sorte d'État mondial
avec un président unique à la limite, où chaque pays a un représentant de ce gouvernement mondial, mais n'a plus la souveraineté comme c'était le cas autrefois. Et on est dans un système d'uniformisation, une fausse égalité où tout le monde est touché, puisque cette révolution va toucher tout le monde. On ne peut plus travailler, donc on est obligé d'accepter le revenu universel. Et là, il y a un grave problème parce qu'on oublie que nos gouvernements sont nos représentants et ils sont nos employés. Là, si vous acceptez le revenu universel, vous devenez l'employé de l'État. Et donc, on ne va pas vous donner un revenu universel sans contrainte. Vous voyez ce que je veux dire? C'est un échange. Donc, on peut très bien vous imposer une vaccination obligatoire, vous imposer un passeport sanitaire ou un passeport vaccinal. Sinon, vous n'aurez pas le revenu universel. Et c'est d'autant plus facile qu'on veut faire supprimer l'argent. Donc, évidemment, c'est un faux régime socialiste. Vous voyez, comment dire, régime socialiste de type providence, parce que le but, c'est d'asservir les gens, quoi, et de faire en sorte qu'ils soient soumis à un désœuvrement. Alors là, le désœuvrement est terrible parce que quand un cerveau, c'est fait pour agir, hein, c'est ce que montre la neurophysiologie. Si vous ne pouvez plus agir, bah, vous allez vous autodétruire. Sans parler des gens qui, fondamentalement, vont être vaccinés sans qu'ils l'acceptent, etc. Donc, la différence, c'est que, et ça m'amène à l'ingénierie sociale, c'est que par rapport aux autres révolutions, on a une idée de qui domine. Alors, l'ingénierie sociale, alors le mot est fort, hein, ingénierie, vous voyez, je crois que vous êtes ingénieur de formation, l'ingénierie, c'est la métrologie, c'est la calculabilité, c'est la quantification, quoi. Et la société, on a l'impression qu'elle est pas forcément dominable comme ça, quoi. Chaque individu ayant sa personnalité, on a l'impression que c'est difficile. Maintenant, on peut très bien. Alors, le père de l'ingénierie sociale, c'est Édouard Bernays. Édouard Bernays, c'est le neveu de Freud. Il va s'exiler aux États-Unis. Il est né en 1892, il va mourir en 1995, donc un beau parcours de vie, 103 ans. Et il va définir ainsi l'ingénierie sociale dans un de ses ouvrages le plus célèbre, publié en 1928, qui s'appelle Propaganda. Il dit la manipulation consciente et intelligente des opinions et habitudes arrangées des masses est à la base dans une société démocratique, et la base d'une société démocratique, pardon, ceux qui manipulent ce mécanisme social imperceptible forment un gouvernement invisible et dirigent véritablement ce pays. Il dit aussi dans l'ingénierie du consentement, publié en 1955, celui qui comprend les mécanismes et les logiques qui gouvernent le comportement d'un groupe peut dominer à son insu les masses. Et il ajoute même, et les enregimenter, c'est-à-dire les amener à être comme un régiment, comme les militaires qui avancent. Alors, effectivement, pour arriver à imposer ça, il y a un sociologue allemand qui s'appelle Kurt Lewin, qui va quitter le nazisme, qui va aller aussi aux États-Unis. Et Kurt Lewin a montré qu'il y a deux états dans une société, un état stable et un état instable. Alors, comme il était assez versé vers les sciences physiques, il est parti un petit peu de la théorie des gaz. Quand on veut modéliser un gaz qui est fait d'atomes, ben, on a deux forces dans un gaz, des forces qui amènent des atomes à se repousser et des forces qui amènent les atomes à s'attirer. Donc, il envisage que dans une société, ben, il y a une espèce de compétition entre les forces conservatrices et les forces de changement. Et ça arrive dans des cas extrêmes. Vous voyez, dans celui qu'on vit, par exemple, si vous prenez, il y a les pro-masques, les anti-masques, il y a les pro-gouvernements, les anti-gouvernements, il y a les pro-nationalistes et les pro-globalistes ou les anti-nationalistes. Donc, on est dans un système antagoniste. Alors, il montre qu'il y a deux états dans une société, l'état de gel et l'état fluide. L'état de gel, c'est la tendance spontanée des êtres humains à ne pas vouloir changer et à conserver leurs habitudes de fonctionnement, à maintenir, aurait dit Pierre Bourdieu, leurs habitus, tendance qui se trouve à la base de toute culture et de toute tradition, qui définit comme un ensemble ordonné d'habitudes partagées par un groupe et transmises à l'identique entre générations.
Donc, c'est ce qu'on constate. Quand vous voulez faire changer quelqu'un, il y a des forces de résistance. On ne le change pas comme ça. Pour le faire changer, il faut une action extérieure sur le groupe. Donc, l'effet de fluide ou fluidification est l'action extérieure au groupe qui résulte de la, on va dire, de la dégradation de sa culture et de ses habitudes de fonctionnement. On crée des tensions à l'intérieur du groupe dans le but de disloquer ce groupe à plus ou moins brève échéance en modifiant ses habitudes de fonctionnement. Donc, on lui impose. Et c'est exactement ce qu'on vous avez compris. Si vous voulez désagréger un groupe, le déstructurer, il faut que vous ayez une raison de le faire. Donc, ce qu'on appelle la théorie par le chaos de Naomi Klein, c'est-à-dire on impose, alors qu'est-ce qu'il peut y avoir comme chaos? Une crise économique. L'économiste Milton Friedman, prix Nobel d'économie, disait, finalement, qu'elle soit réelle ou imaginaire, une crise permet d'accélérer le changement. Alors, le chaos peut être une pandémie, ou une épidémie plus exactement transformée en épidémie, ça peut être une crise économique, ça peut être une guerre, ça peut être une crise écologique, etc., etc. Mais à partir de là, vous allez créer par cette action sur la société un stress. Le stress va entraîner des peurs, des gens qui veulent conserver leur société telle qu'elle est, et puis des gens qui n'en veulent plus. Et à partir de là, c'est exactement ce qu'on voit. La différence, c'est ce que disait Edouard Bernays, c'est que le gouvernement doit rester invisible pour pouvoir maintenir l'ingénierie sociale. Et la différence, c'est que le gouvernement invisible est devenu visible. On sait exactement qui est derrière les manettes. Alors effectivement, on retrouve par exemple George Soros qui veut avec Open Society, qui est un détournement des travaux du philosophe autrichien Karl Popper, philosophe des sciences. Open Society, il voyait une société totalitaire comme une société isolée. Ce n'est pas du tout ce qu'on nous propose, c'est un isolement, mais à l'échelle mondiale. Au nom de la biodiversité écologique, on ne peut pas avoir un seul pays. Ça tient pas. L'uniformisation, c'est le contraire de la spiritualité, qui est la somme des complémentarités. L'uniformisation, c'est de la photocopie. Et puis, surtout, l'homme est en compétition avec la technologie. Donc, à partir du moment où l'homme ne vit plus dans le réel, mais dans le virtuel, et que ce virtuel va à une vitesse vertigineuse par rapport à l'homme, assez rapidement, l'homme devient obsolète. Donc, est-ce qu'on aura des hommes 4.1, puis après, ils seront obsolètes voilà. Qu'est-ce que je pourrais ajouter malgré ce que je vous dis, je reste optimiste et confiant parce que je pense que jamais on a eu autant de montées de conscience. Et finalement, c'est presque une nécessité. Alors, si j'étais le principe créateur, j'amènerais les gens au bord du précipice pour faire un changement intérieur. Et c'est exactement ce qui nous est proposé, c'est-à-dire on nous amène dans des extrêmes pour nous faire réagir. Et à partir de là, c'est une façon d'éveiller l'intériorité des gens, puisque effectivement, il faut parfois beaucoup de stress pour éveiller quelqu'un, quoi. Et pour avoir une vraie révolution, alors si j'avais une fibre astrologique, je dirais pour être à l'unisson de l'ère du Verseau, qui est le partage des connaissances, il faut que l'ère du Verseau soit recevable au niveau terrestre. Et donc, il faut qu'il y ait une modification intérieure. Et on revient à ce qu'on disait, en matière de révolution, des fois, les choses ne sont pas commutatives. Alors, ce qu'on appelle en mathématiques la commutativité, c'est que 1 multiplié par 2, c'est égal à 2 multiplié par 1. Mais si vous faites 1 plus 2 multiplié par 3, ce qui vous fait 6, ce n'est pas la même chose que 1 plus 2 multiplié par 3, ce qui vous fait 7. Donc, on a eu, par exemple, des concepts comme ça qui n'étaient pas commutatifs. Est-ce qu'après 17, il fallait développer l'économie? C'est ce que proposait Trotsky, ou au contraire aller vers l'expansion révolutionnaire, c'était plutôt la vision de Staline. On s'aperçoit que l'ex-URSS n'a pas su développer son économie intérieure. Elle a fini par agoniser. L'agonie a duré 70 ans parce qu'il y avait des pointes au niveau de la recherche, des pôles d'excellence, je devrais dire, comme la conquête spatiale ou la recherche. Et puis, il y avait des pans entiers de l'industrie lourde qui étaient à un état
désastreux. Et dans la compétition avec les États-Unis, la fameuse guerre froide, on a amené l'ex-URSS à rentrer en compétition dans certains domaines et ça s'est fait au détriment d'autres domaines. De même, on peut se dire que est-ce qu'il faut une révolution intérieure qui précède la révolution extérieure ou l'inverse? Et les autres révolutions ont plutôt été des révolutions extérieures imposées avant qu'il y ait une révolution intérieure. Et une fois que la nouvelle société émerge, chacun revient à ses préoccupations, on ne le fait pas. Donc on est mis entre parenthèses, c'est une forme de transmutation nécessaire. Et c'est comme ça que moi, je vois la crise. Alors, là, effectivement, on a enfermé les gens alors que les autres révolutions, ils n'étaient pas enfermés. C'est une petite différence, hein. En 1789, les gens n'étaient pas enfermés. Mais ce qui s'est passé, c'est qu'il y a eu, et c'est le point commun à ce que nous vivons, la Révolution française a été possible parce qu'il ne faut pas l'oublier, le roi était muni de ce qu'on appelle le pouvoir thaumaturgique. Marc Bloch, qui est un excellent historien, a écrit d'ailleurs un ouvrage sur le pouvoir thaumaturgique. Le roi était supposé guérir et quand il était intronisé, il recevait des sujets et chaque cour royale avait une spécialité. Il y en a qui étaient spécialisés dans la syphilis, d'autres dans la tuberculose, d'autres dans la dépression, etc. Et donc Louis XVI a vu plus de 20 000 personnes au moment où il a été intronisé. Et donc, on a, grâce à des pamphlétistes, des écrivains comme Grébillon, père et fils, on a égratigné le roi. Le roi a été considéré comme... il avait une maladie, le phimosis, il a fallu être opéré pour qu'il puisse être père. Et puis finalement, on l'a montré comme quelqu'un qui était plutôt passif, dominé par Marie-Antoinette. Et on a enlevé le prestige du roi. Et c'est exactement ce qu'on voit, c'est-à-dire qu'on s'aperçoit que nos élites ne sont pas aussi excellents. Il y a une faillite des élites. Donc il y a une désacralisation. Ce qui s'est passé dans la Révolution française, qui est presque l'élément essentiel, c'est que Louis XVI, par sa personnalité, Marie-Antoinette, il y a eu une désacralisation. D'ailleurs, on a retenu cette phrase de Marie-Antoinette, que veut le peuple? Il veut manger qu'on lui donne du pain. On pourrait ajouter du pain rassis de la veille. Donc il y a eu un décalage entre Versailles, le palais de Versailles, la façon dont l'élite fonctionnait, en autarcie, complètement coupée du peuple, et ce que nous vivons. Et donc ce qu'on voit, c'est que dans cette période, il y a, alors certains, suivant leur analyse historique, ils verront une faillite des élites, d'autres y verront plutôt une orientation pour écrouler l'économie, mais on voit bien que les gens n'ont plus confiance en leur élite. Et donc ça, c'est important parce que les gens qui ont du mal à voir une réalité, on va dire, de domination vis-à-vis du peuple, c'est parce qu'ils ont établi vis-à-vis du pouvoir une projection paternelle. Et finalement, nos parents nous ont été l'autorité, puis après on est passé au lycée, c'est les professeurs des écoles, puis après les professeurs de collège, puis les professeurs de lycée, puis les professeurs d'université. Et puis après, vous avez votre patron. Il y a toujours une autorité, quoi. Et l'autorité suprême, c'est l'État, quoi. Donc, il y a beaucoup de gens qui ont besoin, ça fait partie de la pyramide des besoins de Maslow, d'avoir de la norme et de la sécurité. Ensuite, on sait qu'il y a des pulsions archaïques. Serge Tchakolkin avait écrit dans les années 30 Le viol des foules par la propagande politique. Il montre qu'il y a 4 pulsions archaïques. L'agressivité, la satisfaction matérielle immédiate, l'attrait pour le sexe d'une façon générale et la norme et la sécurité. Et donc ces 4 pulsions archaïques peuvent être associées 2 à 2. Par exemple, la publicité a beaucoup utilisé la peur et le sexe et la société. Et là, on utilise la peur et la norme et la sécurité. Et à partir de là, l'individu est pris par ces pulsions archaïques. On parle aussi de sentiments océaniques, c'est-à-dire qu'on essaye de retrouver la sécurité et l'insouciance qu'on avait dans le ventre de sa mère, où on n'avait pas à se nourrir. Notre mère est supposée, par le cordon ombilical, nous nourrir. Et l'individu recherche ça, c'est-à-dire une sorte d'état où
il y a quelqu'un qui s'occupe de lui, qui est bienveillant, qui le met dans un cocon. Et ce que les gens sont en train de découvrir, c'est que nos gouvernements peuvent être contre le peuple, ce qu'on appelle les guerres 4.0. Il y a aussi les guerres 4.0, c'est les guerres qu'un gouvernement peut faire contre son peuple pour lui imposer une révolution industrielle et des mesures liberticides. Alors, on n'a pas vraiment connu ça, parce qu'on n'a pas été en dictature, mais les pays de l'Est ont connu ça, et les pays d'Amérique du Sud ont connu ça. Édouard Bernays, on l'avait surnommé l'empoisonneur du cerveau des gens, on l'avait aussi intitulé le patriarche de la domination occulte. Alors, il avait fait un coup d'éclat parce que au départ, il a commencé par la publicité. Il a travaillé dans la publicité. Donc, la publicité, c'est l'art de convaincre quelqu'un d'acheter un produit que peut-être chez lui, il trouvera inutile. Mais pendant ce petit instant, si vous avez bien su le manipuler, il va l'acheter. Et en 1928, il a reçu une commande des industries de tabagie d'amener les femmes à fumer. À l'époque, ce n'était pas évident parce qu'une femme qui fumait est une femme de mauvaise vie. Ou une femme masculine, donc ce n'était pas du tout dans les normes sociales. Et donc, il a organisé une retraite au flambeau des brigades de la liberté. C'était des femmes qui avaient un flambeau et qui militaient pour avoir le droit de vote, ce qu'on appelait à l'époque les suffragettes. Et donc, il a orchestré par les magazines, par le cinéma, l'association d'une femme libérée et la cigarette. Je suis une femme libérée, donc je fume. Et donc, il a orchestré des défilés avec ce qu'on appelait à l'époque des pin-up qui fumaient. Et puis, Hollywood a utilisé habilement la cigarette, avec, pour une petite nuance par rapport aux hommes, le fume-cigarette. Marlène Dietrich dans L'Ange bleu fume. Et finalement, on a réussi à amener dans le tabac des femmes qui, normalement, ne fumaient pas ou rarement. Et donc, il a su manipuler l'opinion. Il a su, par exemple, faire croire au monde entier que le petit déjeuner des Américains, c'était du bacon et du thé. Pas du tout, parce qu'autrefois, les Américains, au petit déjeuner, avaient du café noir et des toasts. Mais il a su substituer à l'histoire, on pourrait dire réelle, une autre histoire. Et puis, il a participé à la déstabilisation des pays d'Amérique du Sud. Il avait un certain savoir-faire, quoi. Pour lui, fondamentalement, il y a l'homme individuel et l'homme de groupe. Et il a été extraordinairement influencé par un philosophe français qui s'appelle Gustave Le Bon, qui a écrit La psychologie des foules. Et Gustave Le Bon montre que dans la foule, l'individu a un autre comportement. Il est soumis à ce qu'il appelle la loi de l'unité du mental. C'est comme si les individus formaient une espèce d'entité globale où chacun voit sa personnalité dissous. Et puis, la foule est dans un état de subjection hypnotique. Et il montre que la foule n'est pas démocratique, elle est violente, elle n'est pas sensible aux arguments rationnels, mais plutôt elle est sensible à ce qui la fait rêver. Un individu aussi cultivé, aussi intelligent soit-il, quand il est pris dans une foule, perd son intelligence et sa culture et peut régresser à des comportements archaïques. Et donc, ça a été repris par Gabriel Tardet, qui a trouvé un autre élément important, c'est la l'imitation. Et Gabriel Tardet disait, pour lui, le concept d'imitation est à la base du processus social, analysant son caractère analytique et dymatique qui transforme l'individu en collectif. Donc, à partir de là, vous comprenez que quand on est dans une foule, on cherche l'imitation. Donc, l'individu a peur de se singulariser. Et puis, surtout, on est pris dans un état de suggestion hypnotique. Et puis, il y a une espèce de dissolution du moi individuel au profit d'un moi collectif. Et donc, Édouard Bernays avait compris que si on voulait manipuler les foules, il fallait manipuler l'information qui s'adressait non pas à l'individu, mais à la collectivité, à la foule. Et c'est ce qu'il a mené de bien en passant de la publicité jusqu'à la déstabilisation de certains régimes, le Chili, Pinochet, etc. Il a su habilement utiliser ses savoir-faire. Qu'est-ce que je pourrais rajouter? Oui, pour revenir, on a actuellement en France des débats d'opinion et non plus
des débats basés sur des faits rationnels. Et donc, ça, c'est aussi important parce que quand il n'y a plus de faits rationnels, bah, chacun, au nom de sa sensibilité, peut dire quelque chose et tout le monde a raison. C'est ce qui s'est passé sur l'hydroxychloroquine. Oui, ça ne marche pas, on peut l'utiliser, on doit l'utiliser, le masque, voilà. Et donc, quand on est dans des débats d'opinion, eh bien, on est beaucoup plus facilement manipulable. Alors que si on a, comme l'envisageaient les Grecs, un arbitrage avec des faits rationnels, ben, c'est la rationalité qui dicte à la politique la conduite et non pas la politique qui dicte à la science une façon de se comporter. Donc, on a évidemment, dans toute situation comme celle que nous vivons, la mise en avant de ce qu'est un être humain, qui est plus un être de rationalisation qu'un être de rationalité, qui prend appui sur des croyances, et c'est encouragé par la situation actuelle. Et donc, les médias ne sont que des médias d'opinion et non pas des médias où le fait est déployé. Il faut passer d'un journalisme qui est uniquement factuel à un journaliste de la complexité. La complexité, c'est de prendre un fait. Par exemple, vous montrer ce que je veux dire. Par exemple, on se dit, par exemple, on fait des tests RT-PCR. Est-ce que ces tests sont fiables? La réponse, c'est non. Il y a des faux positifs et des faux négatifs. Est-ce que quelqu'un qui est positif à un test, en supposant que ça soit un vrai positif, il est contaminant? Non, ça veut dire que sa défense immunitaire a peut-être le virus, que le virus a été neutralisé, et ce qu'on a mis en évidence, c'est peut-être des fragments d'un virus. En tous les cas, il est asymptomatique. On devient malade, pas quand on est testé, mais quand on développe les signes de la maladie avec les symptômes bien connus du SARS-CoV-2. Bah, ensuite, à partir du moment où on teste beaucoup de gens, en plus en orchestrant la peur, bah, on va créer la notion de contamination, de cluster. Les clusters vont inquiéter la population et justifier que la politique entraîne une régulation de la circulation. Donc, ça va entraîner, logiquement, peut-être, l'arrivée de passeports sanitaires et peut-être l'arrivée de la vaccination. Ce qui est intéressant, c'est pourquoi on interdit tous les traitements, parce que les vaccins sont en autorisation transitoire de mise sur le marché. Et pour que vous soyez en autorisation transitoire de mise sur le marché, il faut qu'il n'y ait aucun traitement. Donc, on comprend pourquoi l'hydroxychloroquine a été écartée, parce que l'objectif était de nous mettre devant une seule solution qui était la vaccination. Mais quand on vaccine, surtout en ayant comme cible une protéine qui est à la surface du virus, la protéine Spike S, on va entraîner la mutation. On sait, c'est un fait, que les vétérinaires qui ne peuvent pas être accusés d'anti-vaccinisme ont procédé à des vaccinations, puisque les animaux sont aussi soumis à cette famille de virus, le coronavirus, et ils ont constaté que ce virus a un haut taux de mutabilité. Et que le vacciner, c'est en plus entraîner une mutabilité supérieure. Donc, il mute spontanément. En plus, on accélère son degré de mutation. Donc, à partir de là, il y aura forcément des variants. On en a 7, il y en a qui disent 9 de variants en France. Voilà. Et vous pouvez imaginer qu'il y aura des variants bretons, alsaciens, lyonnais, parisiens. Donc, quand vous allez vouloir aller voir votre tante qui se trouve en Auvergne, est-ce que vous n'allez pas être obligé d'être vacciné? Parce que là-bas, il y a un variant qui n'existe pas dans votre ville qui correspond à votre domicile. Et puis, sans parler des difficultés à passer d'un pays à l'autre. Il y aura peut-être des variants propres à l'Allemagne, à l'Amérique du Sud, au Chili, etc. Donc, vous voyez bien qu'à un moment donné, on met le doigt dans l'engrenage qui va entraîner une difficulté de déplacement inter-pays et intra-pays. Ensuite, c'est évident que si vous instaurez le passeport sanitaire, c'est un apartheid caché. Les citoyens seront de deux types, ceux qui seront vaccinés et ceux qui ne seront pas vaccinés. Ce qui est intéressant quand on regarde tout ça, c'est déployer quelque chose. C'est qu'actuellement, il y a une polémique sur un monsieur de 83 ans qui s'est fait vacciner et qui demandait s'il pouvait circuler librement. On lui a dit non. Donc finalement, si vous vous faites vacciner, on vous dit que vous êtes toujours contaminant, que vous êtes contaminable, que vous devez continuer à mettre votre masque, que vous ne pouvez pas circuler librement et qu'en plus, le vaccin aura une durée de vie de 3 mois à peu près. Donc, vous devrez, si vous voulez être totalement protégé, être vacciné 4 fois par an.
Or, il y a un décalage, vous voyez, entre la mise en place d'un vaccin qui nécessite des processus industriels et le degré de mutabilité d'un virus. Vous serez toujours en décalage. On vous vaccinera sur le variant précédent. Donc, ça ne marchera pas. Donc, vous rentrez dans une société qui va vous amener au télétravail, au revenu universel, à l'effondrement économique, à la perte de liberté, etc. C'est ce que j'appelle un journaliste de la complexité. La complexité, c'est une notion qui est due en France à Edgar Morin, c'est de considérer que la pensée doit être abordée dans sa dimension écologique et voir les conséquences d'une idée qui va se déployer. Vous voyez, on prend une idée qui, au départ, n'est pas aberrante, mais vous voyez les conséquences et les ramifications. Comme l'a dit Tocqueville, gouverner, c'est anticiper. Donc voilà, c'est un peu ça qu'on devrait favoriser. C'est un journalisme qui n'est pas simplement factuel, mais qui est un journal de complexité et qui voit les conséquences d'un engrenage pour les citoyens. Et donc, les gens, on sont habitués, on leur dit, bah, ils ont le nez sur le Covid, ah, bah, c'est important, c'est résoudre la pandémie. Mais la pandémie, elle est simultanée à un arrêt économique qui entraîne une crise économique, voilà, et qui entraîne des conséquences sur le mode de vie. Moi, quand j'étais jeune, je n'étais pas intéressé par la politique. Quand j'ouvrais un journal, c'était à la page spectacle. Et je vois bien les conséquences de décisions politiques qui réorientent totalement la vie des citoyens. C'est l'art de vivre ensemble. La politique, c'est l'art de vivre ensemble, mais avec un consentement et une participation de ces citoyens. Sinon, la différence entre un sujet et un citoyen, c'est que le citoyen est supposé avoir des informations qui lui permettent de pouvoir se positionner. On doit faire appel à des référendums en l'état actuel et non pas des choses imposées dans un état d'urgence. Donc il faut faire vite et c'est toujours l'astuce utilisée par les escrocs. Que quand quelqu'un veut vous faire signer quelque chose, il faut faire vite, quoi, parce qu'on a toujours peur de la prise de conscience. Voilà. Alors, est-ce que vous avez des questions ? Ah, du coup, Philippe, oui. Là, depuis le début de notre échange, vous nous dressez un tableau un petit peu d'un futur, je vais dire un futur supposé pas hyper reluisant, pas hyper positif. Comment on fait aujourd'hui pour les personnes qui ne veulent pas aller vers ce futur-là, qui veulent rester dans l'état d'esprit positif, comment on se crée un imaginaire collectif Voilà, il y a deux temps. Il faut comprendre vers quoi on pourrait aller. Voilà, donc, parce qu'actuellement, il y a des gens qui pensent se faire vacciner pour revenir comme avant. Je les appelle les comme-avantistes. Et ça ne marche pas. On ne viendra jamais comme avant. Vous aurez beau vous faire vacciner, on ne viendra pas comme avant. L'hypothèse d'accepter d'être vacciné pour revenir comme avant, on pourrait l'envisager si on n'avait pas un degré de dégradation extrêmement avancé, quoi. Les rassuristes, les gens qui considèrent que le virus, bah, il est présent, je ne nie pas le virus, mais c'est comparable à la grippe saisonnière avec son taux de mortalité. Ça veut dire qu'il faut prendre des précautions, etc. Je ne le nie pas. Mais de là à parasitiser le monde entier, donc s'il y a des rassuristes, il y a des alarmistes. Est-ce que leur fondement scientifique suppose que les rassuristes soient balayés? Alors, de même, vous avez les faillibilistes qui considèrent que c'est la faillite des élites, alors que les autres, c'est les questionnistes plus que les complotistes qui posent des questions sans rien affirmer. Et dans le débat démocratique, il faut poser des questions. Et d'une certaine façon, vous avez les opinionnistes qui pensent que seule l'opinion prime. Et puis, vous avez les gens qui sont plutôt rationnels, qui disent bah, regardons rationnellement les choses. Vous voyez, à chaque fois, vous avez un monde de dualité. Alors, une fois qu'on est passé par cette étape, peut-être qu'on peut envisager, et ça suppose une vraie déconstruction, et ce qu'on sera amené à faire, c'est pour ça que j'avais pressenti ça, j'ai créé une université privée qui s'appelle l'Unité du savoir, où j'amène les gens à mieux comprendre, par les outils des sciences dures et des sciences humaines, le monde dans lequel ils sont. Et évidemment, la dimension spirituelle n'est pas exclue. Et la vraie déconstruction, c'est la déconstruction des paramètres métaphysiques que sont le temps, l'espace, la matière, l'énergie, la lumière. Et donc, ma casquette de physicien m'a amené à élaborer un modèle du temps
Donc, pour la plupart d'entre nous, l'éducation qu'on a reçue, c'est que le temps, c'est quelque chose qui s'écoule à une vitesse régulière, sans accélération ni décélération. On peut dire que ce n'est pas un paramètre mystérieux que les scientifiques utilisent. On peut le voir comme le temps, c'est ce que ma montre indique, ou le temps n'existe pas, ou donner des définitions philosophiques, et chaque philosophe digne de ce nom a sa définition. On peut dire, comme Henri Bergson, le temps, c'est ce qui empêche que tout soit donné d'un seul coup, ou c'est ce qui se passe quand rien ne se passe, c'est ce qui fait que tout se fait ou se défait, ou c'est l'ordre des choses qui se succèdent, ou c'est le meilleur moyen qu'a trouvé la nature pour empêcher que les choses ne se passent d'un seul coup. Mais en fin de compte, la physique théorique, au-delà de ces impasses, parce que finalement, toutes ces définitions présupposent ou contiennent déjà l'idée du temps, elles ne sont que des métaphores impuissantes à rendre compte de la véritable nature du temps. D'ailleurs, Pascal, dans ses pensées, considère que le temps est une entité primitive parce qu'elle ne découle de rien d'autre qu'elle-même, comme la vie, quoi. Et la physique théorique arrive à la conclusion qu'il existe des temps qui s'écoulent plus lentement que le présent et des temps qui s'écoulent plus rapidement que le présent. Alors évidemment, c'est des penseurs isolés, mais leurs arguments sont quand même intéressants puisque ça permet de sortir d'impasse de la physique quantique. Donc un temps qui s'écoulerait plus lentement qu'un présent, je vais le qualifier de passé potentiel, et un temps qui s'écoule plus rapidement que le présent, je vais l'appeler futur potentiel. Donc notre présent est encadré par des temps potentiels passés au futur. Donc, l'avantage d'une telle vision, c'est que le futur précède le présent. Et ça devient intéressant parce que ce que nous montrent ces travaux, et qui sont un petit peu à l'unisson de la physique quantique, c'est que le futur est multiple. Il y a un spectre de futur. Alors, effectivement, il y a un futur qu'on voudrait nous imposer, et on nous impose d'autant plus qu'on y croit. Voilà, c'est ce que les Américains appellent des prophéties auto-réalisées, quoi. Vous allez vous connecter à un futur qu'on vous a glissé dans la tête et vous allez le faire venir dans votre présent. Et ça donne l'impression que c'était déjà inscrit. Or, la réponse est non, c'est vous qui avez été le chercher. Donc, en dehors de ce futur que, honnêtement, personne n'a envie de vivre, sauf ceux qui seraient au sommet de la pyramide, bah, il faut choisir d'autres futurs. Alors, j'ai développé des méditations. Donc, méditation, ça vient de la contraction de deux mots, méditer et action. Donc, méditer est plus qu'un état intérieur qui nous fait du bien et qui nous permet de nous développer. C'est aussi une action sur le monde extérieur. C'est une action en apparence sur la non-action, comme disent les bouddhistes. Alors, la conséquence de ce temps qui peut être accéléré ou décéléré, c'est que chaque objet, inerte ou vivant, a une double existence. On vit, mais nous avons une autre partie de nous-mêmes qu'on peut appeler le double qui vit dans un autre temps associé à un autre espace. Et ça correspond pratiquement à tout ce que les sociétés traditionnelles ont développé comme culture. Chaque société traditionnelle envisage un espace visible, le monde de la réalité ordinaire, auquel est connecté un autre espace-temps invisible, rempli d'entités, de maîtres des animaux, de morts, etc., etc. Il y a plein d'entités. Et il considère que ce monde invisible est la vraie cause de ce que nous vivons. Et actuellement, pour beaucoup de peuples traditionnels, notamment les peuples de la Sierra Nevada Santa Marta, les Arhuacos appellent ça Nabwe, les Kogi appellent ça Aluna, les Indiens Tecos la terre sans mal, et puis on pourrait multiplier le nombre d'ethnies. Ils considèrent que cet espace-temps invisible est pollué. Et cet espace-temps contient plein de futurs possibles. Donc, la méditation, ça consiste à confier à son double la tâche d'aller sélectionner le meilleur des futurs potentiels pour nous et pour la collectivité. Et au passage, j'amène les gens à envisager très fortement les valeurs qu'ils voudraient voir triompher dans un monde que certains appellent le grand réveil, qui s'opposerait au grand reset. Et alors, ce serait quoi ces valeurs Ah ben, ils sont propres à chacun. Je pense que moi, mes valeurs, c'est la liberté, le partage des connaissances, c'est le respect de toute forme de culture et non pas une sorte d'éradication des cultures qui semblent
en porte-à-faux vis-à-vis de la modernité. C'est la bienveillance, c'est une société qui développerait un estime de soi beaucoup plus élevé et non pas toute une pédagogie qui abaisse l'estime de soi. C'est une société qui serait plus basée sur des rapports humains et non pas une distanciation sociale, qui serait basée sur une qualité des rapports humains, une société où la joie ne doit pas être réservée qu'à quelques instants privilégiés de l'année, comme Pâques, Noël, etc. Voilà. Mais chacun aura des valeurs qui lui sont propres. Et généralement, il y a des gens qui mettent l'amour, mais je ne sais pas trop ce que c'est l'amour, hein, puisque chacun y met quelque chose, hein, c'est quelque chose d'assez fondamental, mais aussi mal connu, c'est pour ça qu'on en parle assez. C'est pour ça que je préfère le mot de bienveillance. La bienveillance déjà vis-à-vis de soi et vis-à-vis des autres. Alors, la première chose que dans la méditation on doit mettre, c'est essayer de résoudre nos problèmes, parce qu'on a tous des problèmes, et ne pas éliminer nos problèmes au profit d'une lutte collective qui amènerait l'individu à transcender ces problèmes par la mise au service des autres. Vous devez être bien à l'intérieur de vous pour aider la collectivité, ce que j'appelle la philosophie altruiste. C'est-à-dire vous êtes bien et en étant bien, vous rayonnez et vous permettez au monde d'aller mieux. Donc cette méditation, qui est la méditer et action avec le double, j'ai commencé à la mettre en place à partir de travaux que j'avais trouvés dans la littérature, évidemment controversés, c'est le problème actuel, c'est qu'on est en permanence dans ce que l'ingénierie sociale appelle la dissonance cognitive. La dissonance, c'est deux logiques opposées dans le champ de perception d'un individu. Et donc, deux politologues, Erika Chenoweth, qui est politologue et professeure à Harvard, et Marianne J. Stéphan, qui est ex-directrice de l'action non violente de l'Institut américain de la paix, ont essayé de voir les points communs qu'il y avait dans les mouvements qui ont réussi à balayer des régimes ou à impulser des changements importants, notamment dans certains États des États-Unis, sur la peine de mort, sur certaines lois. Et elles ont étudié entre, allez, on va dire, 1900 et 2003, ils ont balayé plus d'un siècle, 623 mouvements, et elles sont, non, 323 mouvements, et elles sont arrivées à la conclusion qu'il y avait deux éléments qui permettaient à un mouvement d'avoir plus de chances de réussir. C'est un, que ce mouvement soit non violent, et deux, qu'il touche au moins 3,5% de la population. C'est supérieur ou égal. Et donc, je me suis dit, 3,5% des États-Unis, c'est quand même 11 millions d'habitants. En France, on est aux alentours de 4 millions d'habitants. Donc, 4-5, c'est quand même assez important. On est en millions d'habitants. Donc, j'ai pris une petite communauté qui est l'île d'Ibiza. Et donc, un ami qui s'appelle Steve Niatepeko Paradis, qui est psychologue clinicien, avait décidé d'aller vivre à l'île d'Ibiza pour écrire des livres. Il trouvait que l'endroit était intéressant. Et il est intéressant parce que l'île d'Ibiza a toujours eu un statut particulier. Elle a été tour à tour un objet d'expérimentation de la CIA pour les drogues. Ensuite, elle avait un statut spécial par rapport à Franco. Elle était sous ingérence de l'Espagne de Franco. Et ce sont des gens qui, pas la totalité, mais ont travaillé sur eux. C'est-à-dire que quand on veut un changement, on passe par le déni avant de connaître vraiment la volonté de changer, puis la colère, la peur, la tristesse, puis après on revient. Donc ce sont des gens qui ont compris qu'ils n'attendaient plus rien de l'État, ils avaient pris leur destin en main et donc ils ont une certaine assise émotionnelle pour le combat. Et donc quand il est arrivé, il était le 144e habitant de l'île d'Ibiza. Donc il y a eu un signe par rapport à l'Apocalypse de Saint Jean où il est dit que 12 tribus d'Israël, chaque tribu étant représentée par un patriarche et à la tête de 12 000 personnes, pouvait changer le monde. Alors ça correspond aux 12 signes du zodiaque. Chaque signe du zodiaque a en quelque sorte la possibilité de faire venir les qualités du signe et puis la potentialité du signe. Alors actuellement, l'île d'Ibiza comporte à peu près 150 000 personnes. Si vous en prenez 3,5%, ça vous fait de l'ordre de 5 600 personnes. Et donc, actuellement, on a atteint les 5 600 personnes. On a un peu plus de 1 600 personnes à l'île d'Ibiza.
et puis 4000 personnes à l'extérieur d'Ibiza. Alors, j'ai fait vous trouvez ça sur mon site, unitédusavoir.com. J'ai fait 2 petits films, un qui dure 13 minutes et un qui dure, je crois, 4 minutes, pour expliquer cette expérience d'Ibiza, dont le but est de faire émerger un cluster. Alors, c'est quoi un cluster? Ce n'est pas uniquement un terme réservé à un foyer d'épidémie. Quand vous faites chauffer une casserole d'eau, vous allez avoir des petites bulles apparaître, puis les petites bulles vont grossir pour donner des moyennes bulles, puis les moyennes vont encore devenir plus grosses, puis à un moment donné, la totalité des bulles, dont la taille n'a fait que croître, va transformer l'état liquide à l'état de vapeur. C'est une vaporisation, une transition de phase. Donc, on constate que dès l'apparition des petites bulles, ça accélère l'apparition des moyennes, et les moyennes accélèrent l'apparition des plus grosses. Et à chaque fois que le phénomène se réitère, il est accéléré du fait de son passé. Ah. Et c'est la même chose si on gelait l'eau. Au départ, vous avez des centres de nucléation, parce que les petites bulles, on les appelle en physique des transitions de phase centres de nucléation. Vous avez un centre de nucléation qui est un petit peu de glace dans une majorité de liquide, et puis au fur et à mesure que vous refroidissez la température, eh bien, vous augmentez le nombre de centres de nucléation solides pour avoir un bloc solide. Et pour l'eau, on passe à l'état de vapeur à 100 degrés dans nos régions, et puis à 0, c'est solide. Et donc, il y a une notion très importante qui est la notion de coopérativité. La coopérativité, c'est la vitesse avec laquelle le phénomène va se reproduire. Par exemple, nous respirons grâce aux globules rouges qui contiennent une protéine, l'hémoglobine. Et l'hémoglobine a 4 sites de fixation pour les molécules d'oxygène. Donc, un globule rouge comporte 280 millions de protéines d'hémoglobine, et chaque hémoglobine est capable de fixer au maximum 4 molécules d'oxygène, ce qui fait plus d'1 milliard de molécules d'oxygène transportées par chaque globule rouge. Et donc, on constate que quand une première molécule d'oxygène se fixe sur un site, ça accélère la fixation de la deuxième, les 2 fixés accélèrent la fixation de la troisième, et les 3 fixés accélèrent considérablement la fixation de la quatrième. Et donc, on rentre dans ce que les biologistes appellent une enzyme allostérique, où la fixation de la première molécule déclenche la fixation des autres, mais accélérée. Donc, il y a une cinétique d'accélération qui se met en place. Donc, les buts, à travers les méditations, qui consistent à méditer avec son double qui vient d'une nouvelle modélisation du temps, ça permet d'aller chercher un futur potentiel qui est complètement différent de celui proposé par le grand reset. Et donc, c'est à la portée de tout le monde. Chaque jour, on médite à 21h21. Donc, je conseille, dans ma petite capsule de conseils pratiques, de vous mettre sur votre portable une petite sonnerie et de le faire le plus régulièrement possible en ayant un double objectif, aller mieux dans sa vie et en allant aider à l'émergence de ce monde nouveau qui est déjà présent, mais qu'on doit contacter. Et évidemment, quand vous faites, c'est valable pour toute méditation, quand vous êtes en méditation, évitez d'être dans la peur, la colère, soyez le plus possible dans votre bienveillance et la bienveillance de votre double. Ayez confiance en votre double. Et à ce moment-là, on a une chance le premier cluster est déjà construit, il ne fait qu'augmenter, puisque c'est supérieur ou égal à 3,5%. Donc, on atteint l'information critique et non pas la masse critique. C'est ça qui est important. La masse critique, ça décourage les gens. L'information critique, on n'est pas obligé d'avoir un nombre important de gens. Il faut qu'il y ait une qualité de l'information pour qu'un phénomène se déclenche. Et donc, on voit bien, d'ailleurs, tant que vous n'avez pas la qualité dans un liquide, pour faire apparaître les petites bulles, ça ne marche pas. Souvent, il faut un poil. Hein. Pour cristalliser, il faut un poil qui tombe et qui amène le premier centre de nucléation. Et une fois que le premier centre est apparu, c'est comme un premier domino qui ferait tomber les autres dominos, chaque domino étant l'émergence d'un cluster. Et donc, en faisant ça, on a la possibilité d'être actif et non pas passif. Ça, c'est important pour le cerveau, agir. On a une action spirituelle, parce que je pense, comme les peuples premiers, que la guerre que nous vivons est une guerre spirituelle, avant d'être une guerre matérielle. C'est véritablement un formatage
et une volonté de nous couper de toute spiritualité après avoir fait effondrer les religions. Le but, c'est de couper l'homme de toute spiritualité. Est-ce qu'un robot a une spiritualité? Voilà. C'est la question qu'il faut se poser. Et puis, à partir de là, chaque jour, vous faites votre méditation et vous participez ainsi à un phénomène qui va permettre l'émergence d'autres clusters, on ne sait où, mais comme les bulles, plus gros, puis le deuxième cluster plus gros que celui de l'île d'Ibiza va entraîner d'autres encore plus gros. Et puis en ce moment-là, il y aura une réaction en chaîne. Et c'est comme ça que se fait une transition. Et donc on est bien dans le changement. La transition de phase, c'est le passage d'une phase à une autre, d'un état à un autre. Hein. L'état liquide, c'est un état d'organisation de la matière qui n'est pas le même que l'état solide. De même, l'état de vapeur n'est pas le même degré d'organisation que l'état liquide. Donc, face à ça, le grand réveil est une autre organisation sociale. Le grand reset est une autre forme d'organisation sociale. Donc, la désinformation consiste à nous faire croire que c'était inéluctable et que ça passe par une distanciation sociale à vie, puisqu'on n'en sortira jamais, des masques, des mesures liberticides, un télétravail, etc. Ce qui est le contraire. Ce qu'il faut avoir compris, c'est que la révolution 4.0 est une guerre déclarée contre l'humaine nature. C'est-à-dire que vous êtes en compétition avec l'intelligence artificielle, vous êtes en compétition avec les robots et donc vous êtes perdant parce qu'effectivement, personne n'a la mémoire d'un ordinateur, personne n'a la capacité de développer par des moteurs de recherche pour connecter des informations, etc. Et donc l'homme devient, on va dire, obsolète, il nécessite d'être augmenté, comme je l'ai dit, et être augmenté, c'est perdre l'humaine nature. Donc au départ, on va vous proposer d'augmenter votre mémoire, puis après, ça sera votre intelligence, et puis après, vous allez vous retrouver année après année transformé en robot. Et donc, c'est Philippe Cadic qui l'emporte. Alors, il y a deux auteurs de science-fiction qui ont envisagé avec succès les robots. Isaac Asimov, qui était scientifique de formation, il est à l'origine, avec Arthur C. Clarke, entre autres, de ce qu'on appelle le courant de science-fiction, hard science-fiction, c'est-à-dire on prend appui sur la science. Et lui considérait qu'on allait hisser les robots au rang humain, mais robots et humains restaient séparés, et le robot était au service de l'humain. Il a fait d'ailleurs les lois de la robotique, où un robot ne peut pas tuer un homme, il est au service de l'homme, il ne doit obéir à une règle que si cette règle n'entrave pas la vie d'un homme, etc. Et puis à l'opposé, il y avait Philippe Cadic qui, lui, considérait qu'on risquait d'être rabaissé au rang de robot. Et donc, il y a eu un petit peu deux visions différentes, et avec le recul, effectivement, ce que nous propose le Grand Reset, c'est la vision de Philippe Cadic. Alors, ce qui est embêtant, Philippe Cadic a écrit une cinquantaine de romans, il a vu juste, mais il était schizophrène. Donc, ça veut dire qu'au fur et à mesure que les années sont passées, le monde est devenu schizophrénique. Et il avait tout de suite compris, depuis son premier roman, La Loterie solaire, jusqu'à ses derniers romans, que c'était vraiment le danger pour l'homme. Alors, ils ne sont pas les seuls, puisque Stephen Hawking a dit qu'il ne fallait pas mettre le doigt dans l'intelligence artificielle, parce que ça serait la disparition de l'espèce humaine, voilà, qui est par définition imparfaite. Et puis, on joue sur la peur fondamentale de l'homme de mourir. Or, par définition, un robot ne meurt pas. D'ailleurs, Isaac Asimov a écrit une très belle nouvelle qui s'appelle L'homme bicentenaire. Il y a eu un film avec Robin Williams du même nom, où un robot a tout ce qu'un homme a, il y a à une seule différence près, c'est qu'il ne peut pas mourir. Et donc, dans sa nouvelle, le robot demande aux hommes de pouvoir mourir pour être totalement humain. Voilà. Et là, les hommes font l'inverse. Ils demandent à la robotique d'être robotisée pour être immortelle comme un robot. C'est-à-dire, il suffit de changer les pièces détachables. Et donc, c'est tout le problème de savoir. Et on voit bien que les gens qui mettent en place le transhumanisme, généralement, c'est les géants du net, hein, le GAFAM, Netu ou le génois, les géants chinois. Ils ont une idée en tête, c'est qu'ils veulent absolument
évacuer la mort. Pour eux, les postulats du transhumanisme, c'est l'homme est faible, la preuve, on peut le battre par un ordinateur si c'est un bon joueur d'échecs, il est faible parce qu'il tombe malade, il meurt et il est imparfait. Donc il faut parachever ce que l'évolution a fait pour avoir ce qu'ils considèrent eux une perfection. Mais vous voyez bien qu'à un moment donné, ça suppose qu'on ne mise pas sur la vie après la mort, voilà, qui est à la base de toute spiritualité, et qu'on considère qu'il n'y a qu'une seule vie ici-bas, c'est la vie matérielle. Et donc, c'est des postulats. Et le deuxième qui est ambigu au niveau de son opposition, c'est Elon Musk qui a dit qu'il ne fallait pas mettre la main dans l'intelligence artificielle parce que ça va nous emmener. Là aussi, vous voyez, c'est un engrenage. C'est ça qu'il faudrait apprendre aux gens. Si vous prenez par exemple la notion d'objet jetable, vous avez un stylo jetable, vous avez un mouchoir jetable, un Kleenex, très bien. Mais vous voyez bien qu'au bout d'un moment, vous pouvez avoir la notion d'homme jetable. Vous voyez ce que je veux dire? C'est-à-dire que l'idée se déploie et finit par faire un chemin dans le mental des gens jusqu'à les amener à jeter, si je puis dire, un homme parce qu'il n'est pas... voilà. Alors, vous imaginez, on augmente encore plus les inégalités parce que le GAFAM n'est pas connu pour être particulièrement humaniste et généreux. Vous êtes dans la dépendance, comment dirais-je, au privé. Qu'est-ce qui se passe si vous avez une prothèse, un exosquelette, et puis que la société qui le fabriquait ne veut plus le fabriquer? Vous devenez un objet obsolète comme un ordinateur qui n'a pas été, comment dirais-je, qui n'a pas su évoluer, quoi. Et puis, vous avez la marchandisation du tout, puis il y a un risque pour la société. Donc, bénéfice sur risque. Le bénéfice, vous n'aurez jamais accès à l'immortalité parce que qu'est-ce que vous allez faire face à des gens qui pourront vivre 200 ou 300 ans, qui auront une intelligence augmentée et une puissance fantastique si vous n'avez pas l'argent pour avoir accès à ça? On revient à la mythologie, vous voyez, c'est assez curieux parce qu'on revient aux dieux. Et donc Laurent Alexandre nous dit que ceux qui seront augmentés seront des dieux, les autres seront inutiles. Vous avez les demi-dieux, ceux qui auront la possibilité d'avoir une augmentation au niveau de leurs revenus, de leurs possibilités financières. Et puis, il y aura les mortels qui, eux, n'auront pas accès à ça, quoi. Donc, qu'est-ce que vous croyez qu'il va se passer? Est-ce que vous croyez que c'est, dans la mythologie, c'est les dieux qui dictent leur conduite aux demi-dieux et aux mortels et non pas l'inverse? Donc, voilà, c'est tout ça. C'est très intéressant parce qu'on est au cœur des réflexions éternelles, c'est-à-dire, est-ce que j'accepte la mort? Quelle est la signification que je donne à la mort? Quelle est la signification que je donne à la transformation de ma société? On dit que philosopher, c'est apprendre à mourir, mais une société qui se transforme, c'est aussi une société qui doit accepter la mort de ce qu'elle a connu, symbolique. Ça nous pose la question de la liberté. Est-ce que j'ai envie d'être un homme libre ou au contraire d'être un homme sécurisé? La liberté, vous voyez, on peut philosopher dessus, mais c'est un mouvement spontané qui nous fait dire oui ou non. Et donc, ce que j'essaye de faire à travers des capsules que je fais avec Emma Cruzy, c'est de faire ressortir le vital des gens. C'est-à-dire que quand on a compris vers quoi on allait, est-ce que au nom de l'espèce humaine, vous acceptez ça ou pas? Et c'est intéressant parce que Primo Levi, qui avait vécu l'Allemagne nazie, qui a vécu dans les camps, disait qu'est-ce que c'est qu'un nazi? C'est quelqu'un qui a perdu son principe de résistance. Qu'est-ce que c'est qu'un homme soumis? C'est quelqu'un qui a perdu son principe de résistance. Donc il faut deux temps. Un premier temps, on comprend ce qui se passe, et un deuxième temps où on comprend que la lutte, elle doit être une lutte spirituelle. En termes, il y a une branche des mathématiques qui s'appelle la théorie des jeux, et quand votre adversaire, par exemple, aux échecs, c'est intéressant d'ailleurs, les échecs, c'est ce qu'on appelle un système ouvert. Tout le monde voit le jeu. Vous avez le poker, c'est un système fermé. Vous ne voyez pas le jeu de votre adversaire. Là, autrefois, on ne voyait pas le jeu de l'adversaire. Là, le gouvernement profond est devenu visible. Donc, l'échiquier est visible à la fois pour le gouvernement profond, mais il l'a toujours été pour lui et pour nous. Et ensuite, le gouvernement profond et tous les régimes ont un pôle d'excellence, c'est la répression des insurrections. Donc, il ne faut pas tomber dans son piège,
parce que ça, il connaît. Par contre, en théorie de jeu, si votre adversaire, vous lui proposez une stratégie qu'il ne connaît pas et qu'il n'a pas l'habitude de voir exercer par vous, il est perturbé. Donc, la lutte, pour moi, elle est d'ordre spirituel. Mon modèle du temps, je l'ai fait un petit peu expertisé par les sociétés traditionnelles, et ça correspond bien à leur vision des choses. Pour eux, la chose est simple. Le monde, l'espace-temps invisible, la luna des Kogi est pollué, à nous de le dépolluer. Et donc, à chaque fois que quelqu'un se laisse aller à la peur, au stress, à l'anxiété, à l'angoisse, il pollue. Et à chaque fois qu'il contacte en lui des émotions plus nobles, il le dépollue. Et donc, nos doubles peuvent nous aider à sélectionner les meilleures potentialités. Donc, ça paraît un peu simple, mais ce n'est pas simpliste. Alors, on a tous en nous un être de prose et un être de poésie. L'être de prose, c'est l'être qui peut avoir peur, qui peut être animé par la jalousie, qui peut être en colère. Et puis l'être de poésie, c'est l'être amoureux, c'est l'être qui vibre parce qu'il a réalisé quelque chose de supérieur. Il me semble que nos sociétés, on peut en faire un bilan, les sociétés dites modernes, c'est qu'elles n'ont pas permis à l'individu de pouvoir se réaliser et ne pas avoir une estime de soi, sauf quelques individus. Donc, on rappelle que la pyramide des besoins de Maslow, Abraham Maslow avait considéré que la société, c'était une pyramide avec des niveaux qu'on devait progressivement gravir. Donc, pour vivre, il faut respecter nos besoins physiologiques. Premier, manger, dormir, boire. Ensuite, il faut avoir un endroit sécurisant. Voilà. Et puis après, il faut pouvoir appartenir à un groupe et être aimé. Et donc, ça suppose qu'on s'aime soi-même. Et puis après, il y a l'estime de soi, la réalisation de soi. Et il pensait, on est dans les années 49, qu'on devait satisfaire les 3 premiers étages qui sont les besoins matériels pour avoir accès aux autres étages. Et Robert Litz, qui est issu de la PNL, dit non, il faut d'abord partir de la réalisation de soi et les autres étages s'alignent. Donc, si vous avez le sentiment d'une réalisation de soi en contactant votre double, vos autres étages vont s'aligner. Et face à ça, le gouvernement profond n'a pas accès à cet espace, qui est un espace où vous pouvez y avoir accès uniquement en étant bienveillant vis-à-vis de vous, vis-à-vis des autres, en étant, si vous le pouvez, dans la joie, s'il y en a qui peuvent dans l'amour. Et à ce moment-là, vous faites ça chaque jour à 21h21 pendant 5 minutes jusqu'à la fin de l'année 2021. Et les choses sont bien enclenchées. Vous verrez qu'il y aura des bonnes surprises. Il ne faut pas désespérer. Il faut avoir compris la situation dans laquelle on est, avoir compris que le combat, il est spirituel et non plus matériel. Et puis laisser faire les choses et avoir la confiance que les choses iront dans la bonne direction. Alors, est-ce que vous avez d'autres questions? Non, parce que ce que je retiens là de ce que vous avez partagé, c'est ça, c'est que, en fait, si on cherche à lutter de façon un peu à l'ancienne sur le plan matériel et physique, de toute façon, on ne peut pas faire le poids, que ce soit en termes de corps humain contre un robot ou même d'ensemble d'individus, de citoyens contre un État, enfin, même pas contre un État, mais contre un système qui a une puissance énorme. Oui, puis ils connaissent, ils maîtrisent bien la répression. Donc, faut pas, ils nous tendent un piège où, en se révoltant, déjà, vous allez amener les gens qui ont peur à redemander de l'ordre et de la sécurité. Donc, vous renforcez l'État totalitaire. Alors, ce qui est aussi intéressant, c'est de relire Hannah Arendt. Hannah Arendt, c'est une philosophe allemande qui a un regain d'intérêt en ce moment, puisqu'elle a réfléchi sur les sociétés totalitaires. Elle montre que dans les sociétés totalitaires, il y a une inversion des élites. C'est-à-dire ceux qui sont au sommet de l'État sont les gens les moins compétents, quoi. Tout est inversé. D'ailleurs, c'est très intéressant. Si vous avez compris que les médias mainstream sont des médias de désinformation, si vous voulez avoir la vérité, vous inversez ce que les médias vous disent. C'est une chance, au moins il faut bien qu'il y ait des aspects bénéfiques. Voilà. Et c'était un peu ce qui se passait, puisqu'à l'époque de la guerre froide, tout ce qui venait des Russes pour les Américains était faux, et tout ce qui venait des Américains pour les Russes était faux.
Alors, on était beaucoup plus subtil à l'époque, c'est qu'on glissait 98% de vrai. Non, on avait 98% de vrai et 2% de faux. Là, vous avez des choses qui sont carrément grossières, quoi. Voilà, on est dans une guerre. La guerre, elle est une guerre de l'information et de la désinformation. Elle est une guerre de la spiritualité et de la contre-spiritualité. Et c'est à nous d'innover et voilà, au moins, il y a 2 fois plus de chances qu'un mouvement non violent réussisse. C'est ce que montre l'étude d'Erika Chenoweth et Marianne J. Stéphan. Je crois que j'ai oublié de le dire, 2 fois plus de chances. Et donc, voilà, on sait que les expériences de Maharishi Ghosh, qui était entre autres le gourou des Beatles, montraient que quand on fait de la méditation transcendantale qui consiste à répéter un mantra le plus souvent possible, eh ben 1% d'une population suffit à faire diminuer le désordre, la criminalité. Et si on fait de la méditation hyper transcendantale, c'est racine de 1%. Donc, vous voyez bien que ça soit 1%, racine de 1% ou 3,5%, on est plus dans le domaine informationnel que dans le modèle matériel. C'est plus l'information critique que la masse critique. Après, il y a plein de futurs qui préexistent au présent, à nous de choisir le bon. Et on connaît la voie pour aller chercher le futur qui nous convient le mieux, c'est celui qui nous réjouirait. Donc, quand vous faites votre méditation, ne pensez pas au futur du grand reset, pensez à votre futur. Et donc, vous allez pouvoir vous tester sur votre motivation à vivre dans un tel monde, celui que vous rêvez. Donc, c'est à vous de rêver ce que vous voudriez voir dans le monde. Alors, il y a des invariants, hein. Je pense que beaucoup de gens mettent au cœur d'un monde éveillé la fraternité, le respect de l'autre, le partage des connaissances, la liberté. Mais après, il y aura probablement des options. Vous voyez, vous avez des gens qui sont plus esthètes, qui vont voir un monde beau, d'autres qui seront moins sensibles à la beauté, mais plus sensibles au partage des connaissances. Mais en tous les cas, c'est des valeurs humanistes. Et puis, ne négligez pas vos problèmes personnels, ils vous entravent. Donc, il ne faut pas écarter ces problèmes personnels en se lançant dans une lutte collective si vous n'avez pas résolu vos problèmes personnels. Ça revient à ce qu'on disait. Gandhi disait il faut d'abord incarner le changement qu'on voudrait voir s'exprimer à l'extérieur. Vous devez déjà être dans votre propre changement pour amener un changement extérieur. Et c'est là où effectivement c'est du jamais vu. L'humanité dans le monde entier est confrontée à ses propres démons. Vous voyez bien, 7,7 milliards d'individus sont sous le joug de 1%. Hein, c'est ce que disait Joseph Stiglitz, prix Nobel d'économie. 1% aux États-Unis détiennent 99% des gens en otage et ils détiennent à peu près 80% de la richesse. Hein, voilà. C'est à nous de contacter nos démons. Et je trouve que c'est une sorte de psychanalyse sociétale. C'est comme si on n'est pas allongé sur un divan comme dans l'approche freudienne, mais on est amené à confronter nos zones d'ombre, à les éclairer et à retrouver notre souveraineté, notre estime de soi et notre réalisation de soi. Parce que les sociétés connaissent un âge d'or quand les citoyens peuvent avoir une estime d'eux-mêmes et une réalisation de soi. Or là, ce n'est pas du tout le cas. Vous voyez, ça commence déjà dans la scolarité. Vous êtes bon élève ou mauvais élève. Alors, qu'est-ce que c'est qu'un mauvais élève? C'est un élève qui n'est pas adapté à la scolarité, hein, tout simplement. Si vous êtes mauvais élève, on vous persuade que vous avez un QI bas. Donc, après, vous êtes condamné du fait de votre manque de brillance à faire un métier manuel. Il y a l'intelligence de la main hein, qui est aussi forte que l'intelligence des neurones. Et puis après, vous avez votre position sociale. C'est sûr qu'il est plus gratifiant d'être professeur d'université que d'être un menuisier. Mais le paysan, vous voyez, on est un exemple de cette profession dont devrait redorer le blason. Oui, on devrait. Moi, j'avais eu une leçon de mon grand-père. Euh, je l'avais aidé. Il avait une ferme, une petite ferme. Je l'avais aidé. Et puis, après l'avoir aidé, un matin, je mettais beaucoup de beurre sur mes tartines et il m'a engueulé. Alors, j'ai dit merde, il est gonflé. Je l'aide à faire ses travaux. Et il me reproche le beurre. Il me dit non, tu n'as pas compris parce que tu dois avoir un respect. Ce beurre, il a été fait par un paysan. Il s'est peut-être levé.
Le jour de Noël, il a tressé vache, il a fabriqué du beurre. Donc, quand tu vois un paysan, tu enlèves ton chapeau et quand tu consommes son produit, tu penses à celui qui l'a fait. Oui, on a complètement inversé. Normalement, les paysans devraient être ceux qu'on respecte. C'est grâce à eux qu'on vit. C'est donner à cette profession qui a l'honneur de travailler la terre la position qui lui sied. C'est pas voilà, les amener à se suicider parce qu'ils ont empoisonné la terre. D'ailleurs, c'est symbolique. Les paysans se suicident en avalant des insecticides qu'ils ont utilisés pour empoisonner la terre. Vous voyez, on les amène au désespoir. Donc c'est à nous de retrouver notre liberté quand il est encore temps et de contacter nos ressources. Et en ce sens-là, les sociétés traditionnelles qui sont encore actives ont un principe de résistance. Voilà, ils sont fiers de leur culture, et ils ont résisté à ce qu'on leur imposait. Certaines, malheureusement, ont sombré au chant des sirènes et puis n'ont pas été assez résistantes, et ce n'est pas un reproche, pour conserver leurs valeurs. Voilà, est-ce que vous avez d'autres questions? Non, non, non. Peut-être avant de... Enfin, j'ai deux dernières questions, en fait, mais avant de vous les poser, je vais juste... enfin, c'est plus des questions de synthèse, de clôture. Donc, je vais inviter les personnes qui nous écoutent à... Si vous, justement, vous avez encore des questions, bah, n'hésitez pas à les écrire en commentaire sous cette vidéo, et puis ça nous permettra soit d'y répondre directement, Philippe, soit peut-être de faire voilà, d'autres vidéos, d'autres interviews sur d'autres sujets. Voilà, et n'hésitez pas aussi à vous abonner si vous voulez voir les prochaines interviews. Et mes deux dernières questions, Philippe. Alors la première, c'est peut-être... alors je vais la poser comme ça. Quel est le livre qui a le plus influencé votre vie et que vous recommandez le plus Il y autour en de a eu plusieurs. Moi, donc, comme j'ai différentes casquettes, les livres d'Henri Laborie m'ont beaucoup inspiré. Donc, euh, L'éloge de la fuite, vous pouvez lire, ou les mémoires antérieures, qui sont ses propres mémoires. Après, le petit livre d'Einstein sur la relativité m'a donné envie de faire de la physique et de comprendre comment fonctionnait le monde. Et puis, j'aime beaucoup l'art et la poésie. Les livres d'Octavio Paz, Le labyrinthe de la solitude, tout l'œuvre d'Octavio Paz m'a vraiment touché. Et j'ai compris que, en dehors de la science, qui est un langage, il y avait un vrai langage avec la poésie. Parce que la prose, et quand on fait de la science, on s'exprime par la prose, c'est une succession de mots liés par la cause et l'effet. Or, le poète, c'est lui qui m'a fait comprendre ça, élimine les grands mystères de l'univers par des métaphores, des analogies, métonymies, et c'est une façon de sortir du mouvement circulaire du langage. Et donc, Octavio Paz fait partie de ces intellectuels sud-amérindiens. J'aurais pu citer aussi Carlos Fuentes, qui ont une dimension humaniste. Il s'est intéressé à tous les sujets, à l'anthropologie. Évidemment, il était poète, mais essayiste, théoricien de la littérature. Il a réfléchi sur la physique, il a réfléchi sur plein de choses. Et c'est encore des pays, l'Amérique du Sud ou l'Afrique, où, du fait qu'il y a encore une présence orale importante, qui ont redonné la force à la poésie. Ce qui est intéressant aussi, c'est le seul aspect positif, ce que dit George Steiner, c'est qu'en période de dictature, la poésie est au plus haut. Un des romans les plus subversifs sur la Révolution de 17 et ses conséquences, c'est l'ouvrage, le roman de Boris Pasternak, Le Docteur Givago. Il a, sous un prétexte d'une aventure sentimentale, il fait une critique féroce du régime soviétique que les autorités n'ont pas perçu, quoi. Donc, je pense que dans la lutte, il faudrait beaucoup d'artistes, puisque la caractéristique du grand récit, c'est un monde laid. Et Boileau disait le vrai, c'est le beau, c'est le vrai. C'est la beauté qui sauvera le monde. Et il faut retrouver notre beauté intérieure et la beauté dans le monde. Et donc, les artistes, les poètes, ceux qui manient différentes formes d'art, il faudrait qu'ils soient présents parce que fondamentalement,
Il y a L'homme révolté d'Albert Camus, donc ça, c'est pas la stratégie que je prendrais. Il y a le révolutionnaire, mais il y a une notion groupale, vous voyez, avec une idéologie, alors qu'on est au-delà des idéologies. Et puis il y a le rebelle. Et fondamentalement, le rebelle a un parcours singulier. Et je trouve que la société devrait arriver à faire que chacun soit un rebelle, mais en tenant compte des autres. Ce qui est la vraie finalité des régimes, c'est l'anarchie. L'anarchie, c'est pas le bordel, hein, la chienlit, comme disait le général de Gaulle, c'est la plus haute forme de responsabilité d'un individu parce qu'il est responsable de lui-même, il n'attend rien d'un gouvernement, il ne met pas en péril les autres. Et ça correspond à la morale d'Emmanuel Kant qui disait nous devons vivre d'une façon telle que si les autres vivaient comme nous, ça ne mettrait pas en péril l'ordre du monde. Et donc, c'est exactement l'anarchie, c'est l'illustration de la morale de Kant. Voilà. Et à partir de là, il faut prendre conscience que nous sommes libres de nos pensées et non pas l'inverse. Si nous sommes libres de nos... Non, je vais reprendre. Je dirais plutôt, nous sommes maîtres de nos pensées et non pas l'inverse. Si nous sommes maîtres de nos pensées, nous sommes des hommes et des femmes libres. D'accord ? Et si nous jouissons de cette liberté et du pouvoir sur nos pensées, nous sommes des individus responsables, responsables de notre vie, de notre bonheur, de notre environnement, du monde en général. Et être optimiste, c'est fondamentalement, avant tout, se sentir un individu responsable. Et j'espère qu'en tant qu'individu responsable, chacun ira fouiller en lui cette dimension. Et un écrivain qu'on a un peu oublié, Jean Dutens, il disait que la grande sagesse dans les moments désespérés, c'est l'optimisme aveugle. Voilà. Alors la deuxième question, c'est quoi? Alors, la deuxième question, bon, je pense que vous y avez déjà un petit peu répondu, mais peut-être si vous pouvez refaire une synthèse rapide. Alors, Le- si vous pouviez voyager dans le temps et aller à la rencontre de vos arrière petits-enfants, quelles sont les trois idées clés que vous voudriez leur partager? Alors la première idée, c'est que une démocratie, ça s'entretient. On a fait croire aux gens qu'on greffait une démocratie sur un territoire et une fois qu'elle était greffée, elle prenait. Non, il y a des rejets de greffe. La deuxième, c'est qu'ils doivent continuer à se questionner. La vie, c'est la questionologie, le questionnement. Donc, une vie où la question devient suspecte, où on a une étiquette de complotiste, ce n'est pas une vie. Ensuite, je leur dirais que il faut que l'homme retrouve sa mission qui est de la conscience du monde minéral, animal et végétal. C'est un peu le message que nous donnent les peuples traditionnels et ne pas sombrer dans la haine de l'humain. Parce que, à ma grande surprise, quand j'ai dit bah, si l'homme disparaît, comment vous voyez la suite, ils m'ont dit bah, non, il n'y aura plus de nature, parce que la nature a besoin de l'homme. C'est sa clé de bout de sa conscience. Donc je leur dirais ça. Je leur dirais que tout est vivant et qu'ils doivent respecter la vie, que ce soit la vie du sol ou la vie, que les antibiotiques sont contre la vie, donc il faut comprendre la logique du vivant. Et je leur conseillerais d'aborder chaque discipline avec la compréhension logique, ce que j'appelle l'esprit de la discipline, la logique du vivant, la logique de la matière, la logique du cosmos, la logique de la spiritualité. Je leur dirais aussi qu'ils ne doivent pas se contenter d'une discipline, que finalement, à force de connaître tout sur rien, comme disait Georges Bernard Shaw, on finit par connaître rien sur tout. Donc d'être curieux et d'avoir une discipline maîtrisée, évidemment, mais que cette maîtrise n'entraîne pas de déserter d'autres disciplines. Je leur demanderais véritablement de mettre au cœur de leur vie la liberté. Voilà, la liberté de penser, la liberté de circuler, la liberté d'agir, la liberté de pouvoir faire un choix. Et puis, je leur dirais que finalement, nous sommes tous des éphémères et que quelques rares individus resteront à la postérité, des gens comme Newton, Einstein, pour combien de temps? On ne sait pas. Mais qu'il est sûr qu'on restera par rapport aux bonnes actions, aux belles relations qu'on a pu établir. Que finalement, on a une prolongation de quelques dizaines d'années par rapport aux gens avec qui on a relationné et qui nous ont aimés. Et puis, si effectivement, on doit rester à la postérité, mais ça ne nous appartient pas.
Mais dans une conférence où Albert Einstein était venu, Georges Bernard Shaw lui avait commencé comme ça. Le modèle de Ptolémée a duré 2000 ans, plus de 2000 ans. Le modèle de Newton a duré 300 ans. Combien de temps va durer le modèle d'Einstein? Et c'est un peu ça, c'est-à-dire que nous sommes, et ça c'est fondamental, ne pas se prendre au sérieux, mais faire sérieusement son travail. Et la notion d'éphémère, ça c'est très important parce que ça permet de ne pas se prendre au sérieux et de dire que finalement, ce qu'on fait de concret et de mieux, c'est de donner de l'amour aux gens et d'essayer d'être le plus éthique. L'éthique, pour moi, c'est l'esthétique de l'esprit. Et donc, de faire en sorte que leur monde qu'ils vont bâtir, en évitant les erreurs qu'on a pu commettre, bah, sera un monde où l'esthétique de l'esprit sera présente. Voilà. Bon, ça fait un peu plus que 3 points, je pense, mais merci. Merci Philippe. Et bah, du coup, on va clôturer. Moi, je mettrai les liens des Oui. livres et puis je mettrai aussi les liens de. Bah, l'unité du savoir, l'expérience d'Ibisser, Rise Up. Ouais, je mettrai les liens pour les personnes que ça intéresse de venir. Voilà, et puis vous pouvez les renvoyer aussi sur les émissions de Macruzy. Oui. Parce que, voilà, j'ai fait la 9e émission, on va faire la 10e sur l'ingénierie sociale, donc ils auront beaucoup, beaucoup plus de détails sur l'art de manipuler les foules. Et puis peut-être que s'il y a des questions, bah, on pourra y répondre oralement, on restera dans le... Voilà. OK, bon, ça vous convient? Ouais, parfait. Merci beaucoup Philippe. Et puis bah, bonne journée à tous, en espérant que cette interview vous aura nourri et que ça vous a parlé. À bientôt. Oui, bonjour, au revoir à tout le monde et bonjour aux prochains auditeurs qui vont découvrir cette vidéo. OK, au revoir.